Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Toute l'équipe de Ciné Thématique est heureuse de vous servir une nouvelle fois et exceptionnellement ce mercredi soir pour un nouveau numéro dédié au grand peintre algérien Mohamed Issiakheme à l'occasion du 90e anniversaire de sa naissance, célébré dimanche dernier en Algérie et à travers le monde. Mohamed Issiakheme a un parcours hors du commun de son village natal. Taboudouche, à Rilizène, à Alger, à Oran, puis à Paris. Un cheminement qui a vu sa verve artistique exploser et son génie créateur jaillir d'une intense douleur, offrant à l'humanité une œuvre artistique engagée, interpellant l'humain sur le sens de la vie, sur le sens de soi. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Et oui, Issiakheme, c'est le nom du docu-fiction signé par Fawzi Sahraoui que nous vous proposons ce soir. Il s'agit d'un brillant entretien réalisé par la télévision nationale en 1985 avec l'artiste iconoclaste Mohamed Issiakheme dans un moment très particulier de sa grande vie. Un moment difficile où il combattait intimement sa grande maladie avec courage et dignité. Un documentaire chargé d'émotions mais également d'enseignements dans la langue populaire. Et oui, Issiakheme était comme ça et ça reflétait bien évidemment la grandeur du cœur et la simplicité de l'homme. Sans plus tarder, chers amis, je vous invite à découvrir un extrait de votre documentaire exceptionnellement au Studio 2 de ce mercredi soir. Oui, جبتها بالامور ماتيرنال كي سي ترادوي كومون خرجت من الدار ورحت وين نروح وصلت للجاردن بيبليك قعدت لوحدي ما عندي لا فرنك لا زوج سمعت الماكينه نتاع الجزائر طلعت فيها ما عندي لا كارت لا زوج لا وجيت رايح وين العاصمه Le premier mouvement consistait à fuir des principes rigides, et donc les principes tribaux. À 15-16 ans, vous mariez, vous étiez là à faire des enfants en même temps que votre père. كان بويا حمام جي لازم نبقى حمام جي حتى أنا. Je sentais qu'il me fallait sortir de cette ambiance-là. Mais je ne pouvais pas quitter cette ambiance sans avoir à choquer ou mon père, ou ma mère, ou ma famille. Mais sortir de là, il me fallait faire quelque chose. Quoi? Je sentais que j'avais quelques prédispositions pour le dessin. Et je me suis demandé dans quelle mesure il n'était pas intéressant de voir de ce côté-là. La peinture, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était par routine qu'on allait à l'école. Qu'est-ce que tu veux? On nous mettait devant Jules César, devant Néron, en ronde-bosse. Exceptionnel Issiakheme et puis un documentaire poignant à ne pas rater. Vous allez pouvoir suivre ce documentaire encore une fois dans son intégralité après le débat avec mon invité de ce soir. Il s'agit bien évidemment de Madame Djamila Kabla Issiakheme et c'est la coordinatrice du fonds Issiakheme. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique, une exceptionnelle. Absolument, un merci beaucoup. Soir. Merci à vous de m'avoir invité et merci à toute l'équipe de s'être mobilisée pour ce moment, je pense, aussi exceptionnel. C'est toujours exceptionnel, Issiakheme. C'est toujours nouveau. Quel que soit le lieu, Issiakheme a toujours des choses à montrer. Alors, j'ai une première question. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, le fait que l'œuvre d'Issiakheme conquit des moteurs globalistes comme Google, par exemple, à travers le monde, que cette œuvre-là est portée au-delà, bien sûr, des écrans de télévision, des expositions, des événements que vous avez l'habitude d'organiser. Et là, vous voyez son œuvre rayonner à travers le monde. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, cet événement-là? Écoutez, nous, on est exactement comme Mohamed. C'est-à-dire que depuis le début, on savait, ou du moins il ne savait même pas qu'il était un grand artiste, puisque
Il travaillait au jour le jour, il gagnait sa vie comme il pouvait en faisant des dessins de presse, de la caricature, des timbres quand on lui demandait. Donc il avait ce privilège d'être peut-être parmi les meilleurs à un moment donné. Donc il était toujours actif. Et le problème par rapport à son public et aux gens qui connaissent Mohamed, on parle de l'œuvre toujours, on parle de l'homme, on n'a jamais parlé de son handicap. Oui. Jamais, parce qu'il n'en a jamais parlé, il n'en a jamais fait un leitmotiv pour pouvoir susciter un petit peu de compassion ou quoi que ce soit. Effectivement, il était digne. C'était quelqu'un d'assez rigide parce que, et là aussi je pense qu'on n'en a pas tellement parlé, parce qu'il avait déjà reçu une éducation rigide. Oui. On ne parle pas assez de sa famille, on ne parle pas assez de son père, de sa maman, de son entourage familial, mais Mohamed a évolué et a grandi dans un milieu extrêmement rigoureux. Et ce serait bien de le mentionner. On va le mentionner, on va bien évidemment en parler, parce que c'est le but de cette émission, à travers la diffusion d'un documentaire, j'allais presque dire intimiste, parce que à travers le documentaire de Fawzi Sahraoui, il y a une invitation à découvrir la vie ou des moments très très difficiles de sa vie en intimité. On va franchir la porte de sa maison et puis l'écouter parler effectivement de son handicap, de toute cette difficulté-là qui a fait jaillir un grand artiste. Alors, j'avais prévu une question par rapport au documentaire qui commence justement avec un questionnement ou une question. Fawzi Sahraoui prend sa caméra et pose la question aux élèves, aux étudiants des Beaux-Arts de l'époque. Hein. On est vers les années 80, 83, 4, 5. Et il leur disait, que connaissez-vous de Mohamed Issiakham ? Il y en a qui disaient, oui, grand peintre, mondialement connu. Il y en a qui disaient, on ne le connaissait pas, ou on le connaît juste à travers des brochures, d'articles sur des tabloïds, etc. Aujourd'hui, en 2018, vous, qui êtes à cheval sur la promotion, sur la transmission de l'œuvre incroyable d'Issiakham, que vous disent les jeunes aujourd'hui? Que vous disent les artistes aujourd'hui, les jeunes artistes? Que vous disent peut-être parfois des étudiants, des élèves, des écoles qui viennent, parce qu'il y a des écoles qui ramènent quand même des étudiants et des élèves voir des expositions. Que connaissent-ils de ce grand monsieur de la peinture en Algérie et dans le monde? Très belle question. Au risque de déplaire à quelques-uns peut-être, sachez que tout simplement qu'après son décès, il y a eu l'amnésie autour d'Issiakham. Voilà, je le dis, et c'est censé, et c'est prouvé. Après son décès, il y a eu amnésie. Et à partir du moment où nous avons repris en tant que famille la promotion, non pas la promotion, mais divulguer le message d'Issiakham, parce que c'est un message, au-delà d'une œuvre, c'est un message pour l'Algérie. Il n'a travaillé que sur l'Algérie, il n'a parlé que de l'Algérie, à aucun moment il n'a parlé de sa famille propre, parce que pour lui, sa famille, c'était tout simplement l'Algérie. Et je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, avec les événements que nous avons eus à proposer au public et aux artistes et aux étudiants, beaucoup d'étudiants ont été émerveillés de découvrir qui était Issiakham. Parce que, je vous le dis, pendant des années, on ne parlait plus d'Issiakham. Le roi est mort, vive le roi. Donc, et notre travail en tant que famille, parce que nous sommes, c'est vraiment le noyau familial dans toute sa composante, qui avons donc, nous avons décidé d'avancer avec les artistes, avec les étudiants, pour montrer le combat de cet homme. Effectivement. Voilà, le combat de cet homme, c'est un combat majeur. Alors vous dites, c'est un combat majeur. Et j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à regarder absolument ce documentaire parce qu'il fait paraître des aspects sur le caractère, sur la personnalité incroyable de ce monsieur, très simple à la fois et en même temps très compliqué par rapport à un vécu, par rapport à une histoire, par rapport à une enfance douloureuse. Mais ce qui m'a interpellé dans ce documentaire, c'est qu'encore une fois, on est invité d'une manière indirecte à s'asseoir avec lui autour d'une table de déjeuner. Et là, le monsieur, dans une simplicité, voire avec beaucoup d'humour,
nargue la chimiothérapie, nargue le protocole médical d'un traitement lourd. Et il nous dit, oui, j'ai fait telle 14 séances, et là, les médecins m'ont dit, franchement, vous avez du cran parce qu'au bout de la 15e, on en voit rarement des gens résister à la 15e, ils narguent. Mais en même temps, est-ce que la peinture, c'était sa propre thérapie, c'était son ultime thérapie, c'était sa vraie thérapie? Oui. C'est le message. C'était sa vie. Oui. C'était sa vie. La peinture était sa vie. Et il extrapolait tout à partir de la peinture. Et quand il parlait de sa chimiothérapie en disant que c'était quelque chose de tout à fait désuet, tout simplement, c'est qu'il faut aussi revoir le parcours premier, où il avait quand même subi 14 opérations après l'explosion de la fameuse grenade. Et il n'en a pas fait une histoire de cette grenade, hein, puisqu'il se dit, la preuve, c'est qu'il était encore vivant alors que toute la famille avait explosé autour. Comprenez? Donc la chimiothérapie, ensuite, c'était quelque chose de tout à fait presque serein pour lui, puisque toute sa vie a été une explosion. C'est toute sa vie. Lui-même était une explosion. Lui-même portait en lui des impacts de la grenade. Alors cette grenade-là a fait exploser, bien sûr, a été explosée à l'intérieur de la maison. Bien sûr, il a eu à être malheureusement amputé d'un bras. Et l'amputation n'a pas été facile parce qu'on l'a fait d'une manière très progressive, parce qu'on a amputé au début. C'était la guerre. Oui, et c'était la guerre aussi. Mais c'est cette explosion qui a fait exploser les couleurs de Mohamed Siakham. C'est cette explosion-là qui l'a mené à montrer l'autre main qui le faisait vivre, qui le faisait rêver. À faire exister l'autre main, plutôt. À faire exister l'autre main. Mais Mohamed, je pense que c'était déjà un don. Vous savez, il avait déjà le don du dessin. Sauf que il fallait repenser Issiakham et repenser l'art d'Issiakham dans un contexte précis. Et le contexte était que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a vécu dans un milieu extrêmement rigoureux. Le père d'Issiakham n'était pas un personnage quelconque. Il faut peut-être le mentionner de temps en temps. Et Issiakham, il s'est fait tout seul parce qu'on a voulu qu'il se fasse tout seul. Parce que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Sauf qu'il a quand même eu une éducation qui a fait que, progressivement, son art a pu exploser. Mais déjà, dans le milieu dans lequel il avait vécu, eh bien, le dessin n'était pas approprié à l'époque. On préférait voir Mohamed, qui était l'aîné des garçons. On préférait le voir à Relizane. On préférait... Non, absolument pas. C'est là, justement, où il va falloir revoir cette biographie qui a été écrite depuis des années, parce qu'il y a des imperfections qu'il faut rementionner. Absolument pas. Lui, avec ironie, mais bien évidemment, il le dit, mais bien sûr, Mohamed est très ironique. Il est toujours dans un... Mohamed est très ironique lorsqu'il parle, et lorsqu'il parle de sa vie aussi, et lorsqu'il parle de sa famille. Mais quand on voit... Et quand on voit l'éducation qu'il a reçue, eh ben, je suis désolée, mais le père de Mohamed voulait le voir devenir pharmacien ou médecin ou avocat, parce que à l'époque, il fallait être sur le devant. Le père d'Issiakham n'était pas, je vous l'ai dit, un personnage quelconque. C'était quand même Jam'iyat les Oulémas. C'est quelqu'un qui avait la possibilité de financer pas mal de structures religieuses à l'époque à Relizane. Jusqu'à présent, lorsqu'on parle du père de Mohamed, Nqoulou Moulchi, parce qu'il a énormément aidé cette ville à se développer. Et donc, le fait de voir son fils dans le dessin, mais non, on ne faisait pas du dessin à cette époque. Il fallait qu'il fasse des études. Donc, pas du tout Hamamdi. Par contre, Monsieur Mohamed Siakham, le regretté Mohamed Siakham, l'iconoclaste artiste Mohamed Siakham, disait que ce bain mort à Relizane était la plus grande université de la vie. Parce que c'est là-bas où il avait compris beaucoup de choses sur l'homme, sur l'existence, sur les conditions de l'indigénat, attention. Sur l'anatomie. Aussi, si vous voulez, sur l'anatomie, c'est normal. C'est là-bas où on découvre peut-être des choses à ne pas découvrir à un certain âge. Mais il en a vu, Mohamed Siakham. Et j'en reviens donc toujours à cette éducation à Relizane.
c'est que le bain mort en lui-même, bon, c'était l'anatomie, ça lui avait permis de voir un peu plus les contours de l'être humain, du corps humain, masculin surtout. Mais il est vrai que l'éducation à Relizane était une éducation extrêmement sévère et rigoureuse. Et je vous dirais encore plus, Issiakham a vécu dans un milieu de révolutionnaires. On n'en parle jamais assez. D'abord, là vous me tendez la perche, et c'est bien parce que, j'allais dire d'abord, parce que c'était un petit peu le principe de cette émission, de parler de ces aspects-là de la personnalité, en dehors, bien sûr, de tout ce qu'il a fait merveilleusement à travers sa main et à travers ses pinceaux. Et pas que, parce qu'il était, il était dessinateur et créateur d'œuvres artistiques, il était sculpteur, Dans le documentaire, à un moment donné, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion avec cette belle voix de l'artiste Khadija Hamsi qui était avec lui, avec son bendir, pour faire la percu, et nous interpréter une magnifique chanson de Aïthem Glet. Tout à fait, Ayero. Voilà. Le brouillard, c'est ce brouillard qui cache le soleil, qui cache la vérité, qui cache... Peut-être ce brouillard, on peut l'assimiler à ce brouillard colonial, à cette misère. Effectivement. Et là, on voit sa complicité avec Kateb Yassine, avec Mohamed, bien sûr, avec Mohamed Saïd Ziyad, avec Ali Zamoum, avec plein. Je cite bien sûr Mohamed Zinet, Momo. Et on parle de ce moteur de l'époque. C'est un moteur intellectuel, un moteur créatif, un moteur positif qui avait un seul souci, c'était de faire reconstruire ce qui a été décousu et déconstruit pendant plus d'un siècle en Algérie par le colonialisme, et en même temps dans une optique et une pensée de développer, de bâtir un pays fort qui s'appuierait sur la culture. Eh bien, c'est exactement cela. C'est exactement cela, c'est qu'à un moment donné, il y a eu ce pivot dans lequel ont évolué toute une floraison d'artistes, poètes, écrivains, peut-être même des personnes qui n'avaient pas de fonction propre, mais qui étaient profondément engagées pour une Algérie nouvelle. Et là, je reviens encore à cette éducation, parce que lorsque Mohamed était jeune, lorsque les prémices de la révolution, du moins la révolution avait éclaté, il y a eu des personnalités algériennes qui se déplaçaient d'Alger à Oran, et ces personnalités faisaient escale chez la famille Issiakham. Donc il a évolué dans un bouillon révolutionnaire. Il ne pouvait pas en être autrement. Et donc la peinture ensuite est arrivée pour extérioriser, mais il est vrai que la base en elle-même, il l'a reçue de sa famille, de son papa, qui recevait donc ces personnalités qui finançaient la révolution. La preuve, c'est qu'en 1956, la famille Issiakham était obligée de s'exiler à Vichy parce qu'ils étaient menacés. Donc on ne parle pas suffisamment de cet impact qu'a eu la famille intrinsèque sur Issiakham. Issiakham, il n'a pas émergé de but en blanc. Même lorsqu'il est arrivé à Alger, même lorsqu'il va quitter sa maman à Relizane, lorsqu'il va quitter sa famille, lorsqu'il va arriver à Alger, il sera hébergé où? Eh bien, il sera hébergé chez la famille des amis à son papa. Et je veux absolument mentionner cette famille parce qu'on n'en parle jamais. C'est la grande famille Ouzgan. C'est les Ouzgan qui ont hébergé dans un premier temps Mohamed. Donc vous voyez, il y a cette continuité de la révolution en lui qu'il a porté. Les germes ont été faits à Relizane et il les a continués ensuite sur son œuvre. Très marqué par son enfance, très marqué par un peu sa vie d'enfant. Il y a cette particularité en fait qui est un point commun avec un grand monsieur, avec Kateb Yassine, c'est ce rapport à la maman, ce rapport à la mère, ce rapport à la femme. Et Kateb Yassine, bien sûr, quand il a souffert du colonialisme et là, des événements du 8 mai 1945, bien sûr, la maman est devenue folle parce que c'était un jeune quand même algérien qui avait tout un avenir devant lui et qui se fait, bien sûr, bâillonner et emprisonné par l'armée coloniale en 1945, et ça va lui donner cette grande force d'écrire, cette grande force de faire ce qu'il a fait. Le cadavre encerclé, Nejma, toutes ces œuvres
incroyable de Kateb Yassine. Et puis, Mohamed Issiakham, pareil, parce qu'un jour, il rencontre sa maman, et sa maman, bien sûr, vous allez nous l'expliquer, ne va pas le connaître, ou ne va pas le reconnaître. Le reconnaître parce qu'il avait perdu son bras et elle lui dit je t'ai pas mis au monde comme ça. Donc, quelque part, c'est pour lui choquant. C'est violent. C'est violent pour un enfant. On va donc reprendre. Ah oui. Alors, et c'est ce qui va le hanter toute sa vie, mais il lui rend cet amour incroyablement. Expliquez-nous cette phase si précieuse de sa vie. Précieuse de sa vie. Je vais commencer par la relation Kateb Issiakham. C'est tout simplement l'Algérie. Ils ont vécu l'Algérie, chacun dans sa douleur extrême, mais c'est en fait la même douleur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une même douleur, c'est par rapport à un moment donné de l'histoire de l'Algérie. Et donc il y a cette fusion depuis leur rencontre. Et je voudrais mentionner aussi que c'est le grand Choukri Mesri qui avait présenté Kateb Issiakham en présence d'un journaliste qui s'appelait Armand Gatti à l'époque. Et cette rencontre a été une rencontre à vie jusqu'au décès de Mohamed, laissant donc le frère siamois orphelin. Et c'est une relation fusionnelle autour de l'Algérie, autour du combat pour une Algérie meilleure. Alors, un dans l'écriture et l'autre dans la peinture, qui vont un jour fusionner en 69, lorsque Mohamed va illustrer Nejma de Kateb Yassine, qui reste un livre référence. Ça, c'est pour la première approche. Concernant la deuxième approche du rapport de Mohamed avec sa maman. Mohamed était un artiste, vous savez qu'il a... Et au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, quelle que soit la période, aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, nous n'aurons jamais, parce qu'il a tout brouillé, sa vie était brouillée et il va brouiller les pistes, justement. Alors, son rapport avec sa maman. Avez-vous déjà vu une maman rejeter son enfant? Non, évidemment non. Mais la réception du regard de la maman sur Mohamed a fait que toute sa vie, il va le porter comme étant un handicap. Lorsqu'il y a eu l'explosion, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une explosion de la famille, qu'il y a eu des décès, qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu un décès très proche d'une de ses sœurs, et que la maman a gardé ça pendant les 2 ans d'hospitalisation de Mohamed. 2 ans d'hospitalisation où elle voyait son fils aîné partir. Elle ne savait pas s'il allait revenir ou quoi que ce soit. Donc c'était une douleur atroce pour elle. Et lorsque Mohamed est sorti de cet handicap physique, je veux dire, c'est-à-dire de l'hôpital et après les amputations, etc. Mais il attendait, et on l'a toujours mentionné, on en a parlé avec Tata Zohor, la yarhamha, sa sœur, avec la femme à Mohamed, la yarhamha, avec les parents et tout. Et c'est ce regard de la maman. Mohamed voulait qu'on le punisse. Parce que vous savez, il a reçu une éducation rigoureuse. Donc quand on faisait quelque chose de mal, il fallait être puni. Et il ne sera pas puni. C'est cette non-punition, qui va porter en lui comme une culpabilité. Il attendait toute sa vie qu'on le punisse et qu'on lui dise « tu as fait quelque chose de mal ». Et on ne l'a pas fait. Et donc le revers de la médaille, c'est qu'il devenait violent. Parce qu'il cherchait cette punition. Et à force d'être violent avec lui-même. Oui, avec lui-même. Et bien évidemment, avec le regard que vont porter les gens sur lui. Jusqu'au jour où, par excès, il avait fait quelque chose de pas correct. Sa maman lui dit « mais arrête ! Mais arrête ! Tu sais très bien que je t'ai pas mis au monde ainsi, c'est-à-dire que ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tu es dans cet état ?» Donc vous voyez que c'est autre chose. Et lui, il va le comprendre autrement. Mais c'est une réflexion. Mais quelle est la mère qui ne dit pas à son fils, attention, vous voyez, une maman reste une maman. Sa maman a énormément souffert, autant que lui. Et d'ailleurs, à la fin du film, le film de Fawzi, sa maman est rentrée et donc
il y a eu, je pense, il attendait cette réconciliation avec sa maman. Et ça, on va le voir juste dans quelques instants, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, de notre interview. Je vais quand même finir par le fonds ici à Khem aujourd'hui. Est-ce qu'il est répertorié? Est-ce qu'il est inventorié? Est-ce que vous avez une idée? Parce on sait qu'il y a des œuvres qui sont chez des privés, bien sûr. Il y a des œuvres qui sont heureusement dans des expositions et dans des musées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un travail sur la classification, sur l'inventaire des œuvres majeures de... D'accord. Alors, je vais répondre rapidement. Nous avons fait le premier livre d'art sur Ici Khem, que nous avons édité aux éditions Casbah, et nous y avons travaillé bénévolement. Nous avons répertorié au niveau de cet ouvrage plus de 85 toiles. C'est un livre qui est accessible à tout le public algérien et qui peuvent donc l'acquérir s'ils le désirent. Il y a eu la rétrospective au niveau du musée du Mama avec les collections privées, et là, nous avons contribué avec nos connaissances, mais je tiens à vous dire que la famille Ici Khem ne possède pas d'œuvre d'Ici Khem. Et que le fonds Ici Khem à proprement parler, il est présent pour répertorier tous les documents, toutes les photos éventuelles, tout article de journaux, tout ce qui a pu se faire autour d'Ici Khem. Et que concernant son œuvre, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nos institutions sont à même de comprendre deux choses. Soit Ici Khem est une valeur de l'Algérie, il est un patrimoine de l'Algérie, et l'État devrait, nos autorités pourraient éventuellement ordonner une structure qu'on pourrait appeler un musée. Et je suis sûre que s'il y a la création de ce musée au nom d'Ici Khem... La fondation Ici Khem, c'est pas... Attendez, non, pas la fondation. Non, non, je parle d'un musée. Un musée par les institutions. C'est-à-dire que dans le cas où Ici Khem est un patrimoine, j'explique, dans le cas où il est un patrimoine et que c'est une valeur pour l'Algérie et une valeur à venir, il serait peut-être intéressant de créer une structure que l'on pourrait appeler musée. Et je pense qu'un musée, c'est un minimum qu'on puisse faire. Et là, je suis sûre, je suis persuadée que beaucoup de collectionneurs mettraient leurs œuvres dans ce musée. Mais ce n'est pas notre rôle à nous en tant que famille. Et le message est passé. Voilà. Merci. Oui, allez, peut-être en 10 secondes. Et donc, pour le fonds Ici Khem, le fonds, c'est faire vivre l'art algérien autour d'un moteur qui est Ici Khem. Et ce sont donc tous les artistes algériens. Et c'était le message, bien sûr, de Madame Djamila Kabla Ici Khem, qui est coordinatrice du fonds Ici Khem. Avant de, bien sûr, vous laisser voir votre documentaire exceptionnel sur Canal Algérie en hommage au grand peintre algérien Mohamed Ici Khem, je tiens à remercier pour la réalisation et la préparation de cette émission le directeur de Canal Algérie, M. Mohamed Chermat, Yazid Aït Mahieddine, Karim Sergoua, bien sûr, et puis nos amis du Bonjour d'Algérie, Amel Ulmi et Radia Aboul Maali, et bien sûr à la réalisation et à l'équipe technique, bien sûr Nabil Tribesh, fidèle toujours au poste avec Ciné Thématique, et cette fois-ci, exceptionnellement, les équipes du Studio 2 nous ont soutenus ce mercredi soir. Merci à vous, bon documentaire sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique, comme à l'accoutumée, jeudi soir à partir de 22h, pour un hommage à Rachid Diguer à travers la diffusion d'un documentaire incroyable. Il s'agit bien sûr de La Balle de la Dignité, qui retrace le parcours et l'histoire de l'équipe, enfin du football algérien, à partir de l'équipe de l'ALN jusqu'à celle des années 80. Au revoir, ciao, ciao, merci. Merci beaucoup.